Alors, qu'est-ce qu'un bien public mondial et plus généralement, qu'est-ce qu'un bien public? Donc, dans cette diapo qui est extrêmement claire, j'ai fait deux parties. Une première partie à gauche sur la première définition d'un bien public dans une économie, peu importe l'économie. Donc, on va prendre en France par exemple. Qu'est-ce qui va caractériser un bien public français? Et de l'autre côté, qu'est-ce la différence avec un bien public mondial? Donc, il y a des conditions qui sont reprises par rapport au bien public classique, sauf qu'il y a une dimension mondiale qui est rajoutée. Donc, on va s'intéresser d'abord au bien public classique français, on va dire. Donc, il y a deux conditions pour considérer qu'un bien est public. La première condition, c'est le fait c'est la première condition de non-rivalité, c'est-à-dire que dans cette idée de non-rivalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent utiliser en même temps le bien. Par exemple, on va considérer un bien public, par exemple des toilettes publiques. Il y a plusieurs personnes qui peuvent utiliser des toilettes publiques en même temps. Parce qu'il y en a plusieurs, bien sûr, mais on va prendre un autre lieu public. Vous allez dans une organisation qui est complètement publique, je sais pas, allez, on va dire un musée qui est complètement public, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas d'entrée, etc. Il y a plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser en même temps, il y a plusieurs personnes qui peuvent être à l'intérieur du bien. Ensuite, la deuxième condition, c'est la non-exclusivité. Il y a la notion de gratuité, donc c'est accessible absolument à tout le monde, c'est-à-dire qu'une personne qui habite sur le lieu du bien public ou qui habite à 300 km, elle peut venir si elle veut visiter ce bien public et s'en servir, l'utiliser. C'est peut-être les personnes qui habitent à l'endroit du lieu public, mais en tout cas, peu importe d'où est-ce que la personne elle vient, elle va pouvoir quand même l'utiliser, même si ce n'est pas elle qui contribue par ses impôts au financement de ce bien public, puisque les biens publics sont pris en charge par les États. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont gratuits, donc ils ne sont pas rentables. Donc les entreprises ne vont pas gérer les biens publics, sinon elles devraient mettre des droits d'entrée. Et donc ce principe de non-exclusivité, c'est-à-dire de gratuité et d'accessibilité à tout le monde, il serait rompu. Donc ça ne serait pas un bien public, ça serait un bien privé. Donc par exemple dans le bien public, vous avez l'éclairage, vous avez les toilettes publiques, etc. Vous avez pas mal de choses qui peuvent rentrer en compte dans le bien public. Vous avez des espaces, des bibliothèques qui peuvent être publiques, qui sont accessibles à tout le monde, gratuites. Même si vous venez de 200 km, vous allez dans un village, il y a une bibliothèque qui est publique, vous pouvez rentrer même si vous n'habitez pas dans le village. Donc c'est cette idée-là que tout le monde peut avoir accès en même temps, donc la non-rivalité. Donc dans une bibliothèque, il y a plusieurs personnes qui peuvent entrer dedans, et non-exclusivité, c'est-à-dire que c'est gratuit, accessible à tout le monde. Il n'y a pas de condition de revenu, il n'y a pas de prix d'entrée au début, donc c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas aussi de club privé, de réservation ou autre, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc ça, c'est les deux conditions du bien public. Maintenant, le bien public mondial, alors déjà, vous allez retrouver ces deux conditions-là, c'est-à-dire que vous allez avoir la non-rivalité du bien public, déjà, c'est-à-dire qu'il va être accessible à toutes les personnes, peu importe le pays d'où il vient. Il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir l'utiliser en même temps. Donc souvent ce qu'on dit, c'est par exemple l'air en général, on peut considérer que c'est un bien public mondial du fait que justement il y a plusieurs personnes qui peuvent respirer en même temps, et heureusement c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, donc l'air fait partie de ce bien public mondial. Et donc vous avez ces deux principes-là qui sont ici, non-rivalité et non-exclusivité. Ensuite, vous avez une dimension internationale, bien sûr, pour le bien public mondial, c'est-à-dire que tous les États sont concernés par ce bien public. Par exemple, moi, j'avais eu un exercice, c'était sur est-ce que les abeilles, c'était un bien public mondial? Alors oui, parce que les abeilles, elles sont présentes de partout dans le monde, elles favorisent la faune et la flore de partout dans le monde, parce que grâce à la pollinisation, forcément, donc ça permet justement de ressourcer les feuilles, les fleurs, les arbres, etc. Donc c'est ultra important pour l'écosystème, et donc c'est considéré comme un bien public du fait que à tout cet écosystème, il y a tout le monde qui peut avoir accès, c'est complètement gratuit, et surtout tous les États sont concernés par cette problématique là. Donc par le bien public mondial, tout le monde est concerné. Et ensuite, bien sûr, il y a une dimension intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'un bien public mondial, par exemple, là j'ai mis l'exemple, c'est l'eau, tout le monde est concerné a priori par l'eau, c'est une gestion qui doit être
dans le temps, c'est du développement durable, c'est sur du long terme. Donc un bien public et mondial doit être géré sur le long terme et pas sur une exploitation rapide du bien public. Il faut vraiment que ça dure. Donc il faut, si on vous pose une question sur le bien public mondial et qu'on va vous demander est-ce que c'est un bien public mondial, il va falloir ressortir votre cours donc sur ces 4 conditions essentielles au bien public mondial.